Je ne vais pas revenir sur notre syndicat, vous l'avez présenté. En fait, on est majoritaire donc, chez les directeurs d'hôpital et très présent chez les directeurs de maisons de retraite et les directeurs de soins, les anciennes infirmières générales. On est un syndicat totalement autonome et indépendant de tout parti politique et on a soutenu la dernière réforme qui a été très contestée. Ça, je tenais à le dire pour montrer qu'on n'est pas dans l'opposition systématique. Et donc, les points noirs que je vais évoquer, ce n'est pas de la caricature, c'est de la réalité. Je crois que c'était important de le souligner. Si je peux avoir le suivant. Alors, déjà pour expliquer, parce qu'on est, le financement des hôpitaux est un peu particulier par rapport aux autres administrations. Avant 1984, c'était un peu l'époque de l'âge d'or, on était au prix de journée, c'est-à-dire chaque jour qu'un patient passait dans le lit, on recevait une somme d'argent. Évidemment, on avait tendance à avoir des lits, des hôpitaux le plus grand possible, avec le plus de lits possible, à garder les gens très longtemps dans les lits. C'était aussi l'âge d'or en termes de finances, on n'avait aucun problème. 85 à 2005, on est passé au budget global. Alors là, c'était un peu dans la première révolution copernicienne. On avait un budget, un peu comme vous, il faut finir l'année avec, et à partir de septembre, c'est comment on arrive à finir l'année avec, d'autant plus qu'on ait plus ou moins de patients, le budget restait le même, quasiment. Il y avait très peu de correctifs. Donc, évidemment, tous les hôpitaux qui se retrouvaient dans des zones où la population augmentait avaient de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Depuis 2005, on est, au moins en théorie, et il va falloir revenir sur cet aspect théorie, sur le double système, la tarification à l'activité et les MIGAC, ou missions d'intérêt général, et d'aide à la contractualisation, mais ça a quasiment disparu faute d'argent. Alors, tarification à l'activité, ça veut dire quoi? Vous avez quelqu'un qui vient pour une pathologie dans un hôpital, on vous donne une somme d'argent, et qui dépend de la pathologie. Vous venez pour une appendicite, vous allez recevoir, je vous dis n'importe quoi, 1000 €, et que le patient reste, soit hospitalisé pendant 2 jours ou pendant 10 jours, c'est le même tarif. Ça explique entre parenthèses aussi pourquoi la durée d'hospitalisation ne cesse de baisser. Ça, c'est le premier système. Et deuxième système, c'est les MIGAC, c'est-à-dire qu'en tant qu'hôpitaux, on a quand même des missions d'intérêt général. Et en théorie, c'était là de la contractualisation, on devait contractualiser avec l'État pour faire des projets de développement. Très vite, quasiment ce système existe depuis 2005, quasiment en 2007, les AC ont disparu, ils ont en fait disparu déjà en 2006. Reste les missions d'intérêt général où on garde des socles, c'est tout ce qui est éducation à la santé, permanence des soins, le fait de pouvoir rentrer à toute heure, d'avoir toujours un service d'urgence avec des médecins préopérés, de garde, etc. Donc c'est en gros tout ce qui ne rapporte pas, qui n'est pas lié directement à la sécurité, mais qui est, aux soins, mais qui est lié à la sécurité générale de la population. Alors, où en est-on depuis ça? Voilà, en rouge, en haut, vous avez l'évolution de l'OMAP, c'est-à-dire l'argent qu'on nous donne pour la tarification, pour le budget des hôpitaux. Et en rose, vous avez l'inflation. Vu comme ça, tout paraît pas mal parce que, sauf une année, en gros, on a toujours un delta entre l'inflation et l'argent qui nous est donné. Alors nous, on n'est pas dans une logique de « on nous donne moins ». Et simplement, deux petits problèmes, c'est qu'on est dans une logique aussi où la demande de soins, et là ça paraît pas le glissement de la population, la disparition notamment de la permanence de soins chez la médecine de ville fait que l'activité des hôpitaux ne cesse d'augmenter. Je vous ai 1000 € pour une appendicite, ça c'était en 2005. Maintenant, on doit être à 900 €. Chaque année, on a une baisse des tarifs qui fait que, pour faire le même soin, on a systématiquement de moins en moins d'argent, alors que on a des normes de sécurité qui ne cessent d'augmenter. Donc, il faut toujours faire plus pour maintenir juste les budgets. Ça, ce premier problème, c'est jusqu'où on va. Deuxièmement, comme on a cette course à l'augmentation de l'activité, l'activité augmente, et du coup, tous les crédits qui étaient là pour augmenter les missions d'intérêt général ont disparu. Donc, il n'y a plus de création de nouveaux services publics à l'heure actuelle. Là où c'est notamment dramatique, c'est en matière de psychiatrie, qui ne fonctionne qu'avec des crédits type MIGAC. On ne crée plus actuellement, quels que soient les besoins, ou alors de façon très anecdotique, de nouveaux services de psychiatrie. Ça tombe bien, puisqu'ils sont dans les prisons de plus en plus de patients de psychiatrie. L'efficience au détriment de la sécurité. Il faut bien savoir, du moment qu'on est dans une logique où tout le financement est lié à l'activité, mais on va avoir tendance à dimensionner les services au plus près de l'activité. Et donc, on est de moins en moins
capable de faire face à un pic d'activité. On a vu de temps en temps sur la région parisienne des gens qui tournaient avant de se trouver un service de réanimation. Ben oui, mais une fois qu'on a dimensionné tous les services au plus court, dès qu'il y a un accident en termes de santé, on ne sait plus où mettre les gens sur les... Alors, si sur les services en bas, on fait sortir un peu plus tôt, on arrive à vider un peu les lits, mais sur la réanimation, quelqu'un qui a réanimation occupée, c'est difficile de lui dire vous rentrez chez vous tout de suite, on a tout le monde qui arrive. Donc là, on a une question de bouclier sanitaire. On va être de moins en moins capable, si on ne relance pas l'investissement sur la mission d'intérêt général, de faire face à une crise sanitaire grave. Ça, il faut en avoir conscience. Où est le point de rupture? On parlait de... On demande chaque année un peu plus d'efforts. Et ce qu'on constate, c'est la même chose que vous, c'est le stress qui augmente. On a fait une étude sur les conditions d'exercice de notre secteur, c'est-à-dire de syndicalisation, les directeurs, les cadres de santé. On avait, sur ce qu'on appelle l'échelle de Cohen, qui considère que sur certaines études, si on dépasse le seuil de 27 sur cette échelle, qui va de 0 à 40, je crois, on est en période de danger en termes de stress. On avait 75% des gens qui ont répondu qui étaient au-dessus de 25. C'était un psychosociologue qui nous faisait l'étude, il nous dit que dans les entreprises, il n'avait jamais vu un taux au-delà de 30. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'on est tous... étonnamment, par contre, on n'a pas vu les mêmes résultats en termes sanitaires, mais ça laisse entendre qu'on est tous au bord de la fenêtre en se demandant est-ce qu'on va sauter ou pas sauter. Enfin, en tout cas, il y a vraiment... On sent qu'on arrive vers un point de rupture en termes de stress vécu par le personnel. Et aussi un creusement des inégalités territoriales. Ce système, il fonctionne que si on a l'activité. Donc on est dans une zone géographique où la population s'en va, on a de moins en moins de crédits, on a de moins en moins de gens. Donc on est dans une spirale, on a moins de crédits, on peut moins recruter, moins investir, il y a encore moins de gens qui viennent, et on arrive dans des spirales de création d'inégalités de soi. Trois derniers fois, vous parlez du numerus clausus. Et alors ça, je vous parlais un peu des vices endogènes, ceux qui sont liés au système de financement. On est confronté aussi à des choix politiques qui ont été faits et qui posent de plus en plus de soucis. Premier problème, c'est le numerus clausus des médecins, le recrutement de médecins sans contrainte d'installation. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On a des zones entières du territoire français qui sont totalement désertifiées. Moi, je suis dans le Nord. Les médecins me disent qu'il y a des pathologies qui sont en train de réapparaître, notamment chez les enfants qui avaient disparu, notamment en ORL. Parce qu'on ne trouve plus de médecins. Il faut 1 an, et encore, il vaut mieux être déjà patient pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo. Donc il y a des gens, y compris dans des milieux relativement aisés, qui ne vont plus chez l'ophtalmo quand ils en ont besoin. Deuxièmement, on a un problème de renchérissement du coût. C'est-à-dire que là, vous avez la part, quand on va à l'hôpital, on a à peu près 5% du coût qui est pris en charge par le patient. À clinique, on a 15%. Ce qu'on constate dans de plus en plus de populations, c'est que les gens ne viennent pas se faire soigner en préventif, ou quand on est encore dans des petites pathologies, et ils viennent quand ils sont déjà gravement atteints. Ce qui, d'ailleurs, alors, je ne rapporte pas d'ATESA, mais c'est surtout un problème, c'est que ça augmente fortement leur chance de mortalité, et puis surtout, ça coûte cher à la société, parce qu'il vaut mieux soigner un bobo qu'attendre que la jambe soit totalement gangrénée. On imagine, pour tout le monde. Et dernier problème, et j'espère avoir tout dit à peu près, c'est qu'on est aussi dans une situation où clairement le choix a été de privilégier les marges bénéficiaires ces derniers temps des cliniques. Nous, vous l'avez vu, c'est d'abord, on a chaque année, on augmente notre activité, on augmente nos parts de marché. Ce qui veut dire qu'en rebours, les cliniques, elles, soignent de moins en moins de gens. Or, paradoxalement, elles ont de plus en plus d'argent. Donc, ce qui veut dire et on augmente leurs tarifs régulièrement alors qu'on baisse le nôtre. Ce qui veut dire que globalement, pour en faire toujours moins, elles ont toujours plus. Tandis que l'hôpital, qui est le seul à accueillir tout le monde, quelles que soient ses difficultés financières ou autres, lui, a toujours moins.
Ça, c'est quelque chose qu'oublient les cliniques qui actuellement sont très agressives sur la propagande en expliquant qu'elles soient moins chères. Elles oublient de prendre les honoraires des médecins. Alors ça aide quand même aussi, c'est quand même le plus cher des médecins à l'hôpital en termes de personnel. On a vraiment une difficulté. Les cliniques oublient de dire, elles ne participent pas à la sécurité des soins. Quand il y a eu la grippe, c'est pas les cliniques qu'on a vu pour vacciner, et elles fonctionnent, elles soignent toujours moins de gens, toujours plus d'argent.